All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everybody. Le président, bonjour à tous. Madame le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Greffier d'audience, situation en République démocratique du Congo, le procureur contre Bosco Ntaganda, ICC 01040206. Pour le procès verbal, nous sommes en audience publique. Le président, merci. Avant que nous ne poursuivions cette séance de clôture avec la première intervention du représentant légal. Je voudrais traiter d'une question de procédure. Le 21 août 2018, la Chambre a donné instruction aux parties par un courriel de prendre contact entre elles pour déterminer si elles pouvaient se mettre d'accord sur une ou plusieurs cartes qui figurent déjà au dossier d'épreuve et qui décriraient de manière précise la zone qui fait l'objet des charges pour que ce soit une base commune où se trouvent les différents lieux évoqués dans l'affaire. Le 27 août 2018, les parties ont indiqué par courriel qu'elles ne pouvaient pas se mettre d'accord sur une ou plusieurs cartes et chacune a fourni une liste de cartes ou de croquis qui figurent déjà au dossier d'épreuve avec leurs remarques respectives en ce qui concerne les lieux pertinents. En outre, l'accusation a informé la Chambre que les parties avaient discuté de la possibilité d'utiliser la déposition du témoin 210 dans la mesure où les croquis que ce témoin avait effectués étaient précis et considérés comme tels par la défense et d'inscrire cela sur une carte spécifique de la zone pertinente. Cette carte annotée, dont l'original figure déjà dans le dossier d'épreuve, serait ensuite soumise par les parties à la Chambre. La Chambre considère qu'une telle carte annotée serait utile pour l'affaire et donne instruction aux parties de procéder comme elles l'ont proposé. Les parties ont donc pour instruction de fournir d'ici la fin de la semaine prochaine cette carte annotée à la Chambre avec leur accord express en ce qui concerne les lieux indiqués sur la carte, de manière à permettre à la Chambre de lire cette carte non contestée en application de la règle 68 du règlement. Y a-t-il des questions au sujet de cette instruction? Je ne vois pas que ce soit le cas. Ce qui veut dire que nous allons maintenant reprendre notre programme comme prévu. La première session dure 2 heures et elle sera consacrée aux présentations des arguments de clôture des représentants des victimes. Je donne tout d'abord la parole à Maître Pelé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Maître Franck Moulenda, qui n'a malheureusement pas pu être présent pour des raisons médicales aujourd'hui, Alejandro Kiss et moi-même représentons 283 anciens enfants soldats dans la présente procédure. 140 d'entre eux participent depuis le stade préliminaire de l'affaire et les autres ont été admis à participer par votre Chambre au stade du procès. J'ai eu l'occasion de rappeler
l'importance que revêt ce procès pour nos clients, notamment dans mes déclarations d'ouverture à l'audience de confirmation des charges et celles délivrées à l'ouverture du procès. Ceci est toujours d'actualité 3 ans après, presque jour pour jour, après l'ouverture du procès, et plus de 15 ans après la commission de ces crimes odieux. Si rien ne pourra jamais leur rendre leur enfance volée, ce procès a permis aux victimes d'exister, de faire reconnaître le préjudice irréversible qu'elles ont subi, de faire entendre leur voix et, dans une certaine mesure, leur colère. J'ai également eu à rappeler à de maintes reprises que la justice que vous rendrez le sera en leur nom, au nom des victimes nombreuses qui ont choisi d'oublier, au nom de celles qui sont mortes sur le champ de bataille. Que la défense ait choisi d'ignorer les soumissions écrites des victimes, ou à tout le moins ait feint de les ignorer, ne doit pas faire perdre de vue l'importance de leur apport au cours du procès. Non, les victimes ne sont pas un double procureur. Nous avons amplement développé nos arguments à cet égard dans nos soumissions finales écrites. Il s'agit du document 2276 conf du 20 avril 2018, et précisément au paragraphe 3 à 7, et je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour rappeler à nouveau que le droit des victimes à participer à la procédure fait intégralement partie du droit statutaire de la Cour. Je tiens d'ailleurs à remercier la Chambre qui nous a donné une certaine place au cours de ce procès. Oui, les victimes méritent un minimum de respect et non pas uniquement de façade, ce qui est parfaitement compatible avec les droits de la défense à un procès juste et équitable. Ceci étant dit, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, vous avez à votre disposition l'ensemble des soumissions que nous avons produites au cours de ce procès, et afin de ne pas faire perdre à la Chambre un temps précieux, je les réitère aujourd'hui intégralement, sans qu'il soit besoin de revenir sur chaque point en détail. Je fais référence donc à l'ensemble de nos soumissions, mais principalement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à nos soumissions finales écrites, dont j'ai fait référence précédemment, et à la réponse aux soumissions écrites de la défense. Il s'agit du document 2304 conf du 17 juillet 2018. Bien entendu, pour les besoins de l'exercice qui nous occupe depuis hier, j'en rappellerai certaines lorsque j'aborderai la partie juridique de mes conclusions à proprement parler. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je me dois également de rappeler que la représentation des victimes dans une affaire devant la Cour prend nécessairement en compte leurs vues et préoccupations. Vues et préoccupations qui sont ensuite transposées en langage juridique pour les besoins de la procédure. Collecter les vues et préoccupations de 283 anciens enfants soldats, tout en étant présents chaque jour en salle d'audience, n'est pas chose facile. Et je tiens ici à remercier Maître Franck Moulenda pour sa disponibilité sans faille, mais aussi nos autres personnes de contact qui ont rendu cette tâche importante et ô combien nécessaire possible. À cette fin, et comme rappelé dans nos soumissions finales écrites, nous avons entrepris 16 missions en Itourie, en Afrique et ailleurs dans le monde, depuis le début du procès, le 2 septembre 2015. Et en dehors de cette présence physique, lorsqu'elle était possible, le Conseil sur le terrain maintenait, et maintient toujours aujourd'hui, un lien constant avec les victimes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces missions nous ont permis de rencontrer virtuellement l'ensemble des victimes que nous représentons, à plusieurs reprises pour la très vaste majorité d'entre elles. Tout au long de ces rencontres, les victimes ont toujours mis en avant leur besoin de connaître la vérité sur les événements qui les ont victimisées il y a 15 ans.
Elles ont fait part de leur volonté de voir condamner une des personnes qu'elles estiment responsables de leur enrôlement, de leur conscription, de leur participation active aux hostilités, de leur viol et de leur maintien en esclavage sexuel. Elles espèrent pouvoir obtenir réparation, même si, contrairement à ce qu'avance la défense, mais j'y reviendrai, cet espoir ne constitue pas une fin en soi. Et plus encore, alors que la procédure en réparation pendante depuis 2012 dans l'affaire Lubanga n'a produit aucun résultat tangible sur le terrain à l'heure actuelle. À cet égard, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il est particulièrement inquiétant que la défense, loin de reconnaître le droit statutaire des victimes à demander réparation pour les crimes qu'elles ont subis, interprète cette possibilité comme une incitation pour elles à ne pas dire la vérité. J'ai également eu à rappeler les différents types de victimisation subis par les victimes que je représente, et je n'y reviendrai pas. Je renvoie pour cela à mes déclarations d'ouverture du procès, et il n'est point besoin de les répéter. Si les enfants soldats forment un groupe hétérogène, soit en raison de leur origine ethnique, en raison des crimes qu'elles ont subis, ou en raison du fait que certaines d'entre elles, que certains d'entre eux, ont participé au procès intenté à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo, leurs attentes sont sensiblement les mêmes. 15 ans après la commission des crimes à l'origine de leur victimisation, elles attendent que justice soit rendue. 15 ans. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, c'est plus que l'âge qu'avaient les victimes les plus âgées lorsqu'elles ont été recrutées et utilisées dans les hostilités par l'UPC-FPLC, violées et maintenues en esclavage sexuel. Outre la barbarie attachée à ces crimes commis envers des enfants, les faits qui vous ont été soumis tout au long de ce procès revêtent une importance considérable. Ils ont, par définition, victimisé des enfants, personnes vulnérables qui bénéficient d'une protection accrue en vertu du statut de Rome. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, le plus jeune de ces enfants avait 7 ans et demi quand il a intégré l'UPC-FPLC. La plus âgée a fêté son 15e anniversaire dans les rangs de la milice. Mais ces faits sont d'autant plus importants que les crimes sexuels dont ont été victimes nombre d'enfants soldats n'ont pas été poursuivis en tant que tels au cours du procès intenté à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo. Et enfin, ces faits sont particulièrement importants à la lumière du contexte actuel de recrudescence des violences interethniques sur le territoire de l'Ituri. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la fin de l'impunité en la matière est fondamentale et servira de signal fort. Cette responsabilité de juger est la vôtre. Mais il faut également garder à l'esprit qu'elle dépasse le cadre strictement juridique. En effet, le droit d'oublier est un corollaire indispensable à la reconstruction des victimes des atrocités commises en Ituri en 2002-2003. Et pourtant, le fait même d'avoir eu le courage de remplir un formulaire de participation les oblige à être confrontés à ces crimes odieux, inlassablement. Il est temps, 15 ans après la commission de ces crimes, de permettre aux victimes d'oublier et de tenter de se reconstruire en rendant un verdict de culpabilité. Avant de m'attarder plus avant sur certains points juridiques spécifiques, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je souhaiterais faire une remarque concernant la réplique de la défense à la réponse du procureur concernant les soumissions écrites finales de la défense. Il s'agit du document 2307 conf du 1er août 2018. En effet, de réplique, cette soumission n'en a que le nom. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un deuxième closing brief de la défense. Elle se contente de reprendre et de développer les mêmes points que ceux développés
dans leur premier Defense Closing Brief. Il s'agit du numéro 2298 conf du 2 juillet 2018. Elle ne répond en aucun cas à d'éventuelles, je cite le statut de Rome, questions nouvelles qui n'auraient pas pu être anticipées et qui auraient pu être développées dans leurs réponses respectives par le procureur ou les représentants légaux des victimes, conformément à la norme 24.5 du règlement de la Cour. En tant que telle, elle devrait donc être rejetée. Mais puisque cette supposée réplique n'apporte rien de nouveau, je réitère à nouveau intégralement les développements contenus dans les soumissions finales écrites faites au nom des anciens enfants soldats. Et dans la réponse aux soumissions finales de la défense que nous avons produites le 17 juillet 2018. Nous avons amplement démontré par écrit que M. Ntaganda est coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui concernant les anciens enfants soldats, et il n'est pas nécessaire de répéter un argument pour lui conférer plus de force. Cependant, puisque ce document est pour l'heure confidentiel, pour le bénéfice du public, et puisque ces points concernent directement les intérêts des 283 anciens enfants soldats que nous représentons, je vous demanderai, Monsieur le Président, de donner la parole à Alejandro Kiss pour qu'il en fasse état succinctement. Ils n'ont bien évidemment rien de confidentiel et je précise, Monsieur le Président, que le temps imparti ne nous permet pas de les lister exhaustivement et le fait que certains points juridiques ne soient pas repris aujourd'hui ne signifie en rien que nous y renonçons. All right. Le Président, très bien. Good morning. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Nous souhaiterions tout d'abord évoquer certaines questions liées aux preuves. Donc, pour l'essentiel, la défense remet en cause les preuves à charge sur la base de la déposition de l'accusé et des cahiers de transmission versés au dossier. Comme vous savez, M. Ntaganda a choisi de déposer en tant que deuxième témoin pendant la présentation des preuves de la défense. En conséquence, tous les témoins de la défense qui ont déposé après lui ont eu la possibilité d'entendre sa déposition qui a été faite pour l'essentiel en audience publique. La règle 143 du règlement de procédure et de preuve prévoit que lorsqu'un témoin dépose après avoir entendu la déposition des autres, ce fait doit être noté au compte-rendu et pris en considération par la Chambre de première instance lorsqu'elle évalue les éléments de preuve pertinents. Nous faisons valoir que ce fait, mais également les correspondances suspicieuses, mot pour mot, entre la déposition du témoin et celle des témoins qui l'ont suivi, ainsi que les incohérences internes, doivent faire l'objet d'une bonne évaluation de la Chambre lorsqu'elle examine les éléments de preuve de ces témoins de la défense. De plus, nous faisons valoir que dans son examen de ces éléments de preuve, la Chambre doit prendre en compte la jurisprudence de la Cour s'agissant de la norme de la preuve et les faits auxquels cette norme s'applique. En effet, contrairement à la jurisprudence de la Cour, la défense demande que les faits collatéraux soient prouvés au-delà de tout doute raisonnable, une norme qui n'est applicable que pour les faits essentiels de l'espèce. La défense met en lumière un nombre d'incohérences dans la preuve, perdant de vue le fait que de telles incohérences peuvent être correctement résolues si l'on se livre à une interprétation raisonnable de la déposition pertinente et à la lumière d'autres éléments de preuve au dossier. La défense propose une approche au coup par coup de l'évaluation des éléments de preuve et cherche à jeter le discrédit sur les éléments à charge en mettant en lumière des détails périphériques et des imprécisions secondaires. La défense remet en cause des déductions qui nuisent à l'accusé sans montrer que d'autres alternatives sont raisonnables sur la base du dossier.
Elle remet en cause la crédibilité et la fiabilité de certains points de la preuve sans évoquer le fait que ces points sont corroborés par d'autres éléments de preuve. Le président interrompant, allez plus lentement s'il vous plaît, maître Kiss. L'accusé a insisté tout au long de sa déposition longue qu'il n'y avait tout simplement pas d'enfants de moins de 18 ans au sein de l'UPC-FPLC. Cette allégation soulève une des questions en matière de preuve les plus significatives qui touchent aux intérêts des victimes que nous représentons, c'est-à-dire la détermination que les enfants avaient moins de 15 ans pendant la période couverte par les charges. Nous avons noté et examiné l'existence de documents indiquant différentes dates de naissance pour les mêmes victimes et nous avons expliqué pour quelles raisons ce n'était pas une raison suffisante pour décrédibiliser ces éléments de preuve. La question de la détermination de l'âge n'est pas nouvelle pour la jurisprudence de la Cour et d'autres tribunaux. À cet égard, nous souhaitons rappeler que la CPI et la Cour spéciale pour la Sierra Leone a accepté des éléments de preuve venant de témoins qui, en examinant l'apparence physique, le comportement, le développement des enfants, ont conclu qu'ils avaient bien moins de 15 ans. Dans l'affaire Lubanga, la Chambre d'appel a accepté des évaluations visuelles de l'âge, même lorsque les témoins déposés après plusieurs années après les événements. La Chambre d'appel a tiré au clair le fait que ces éléments de preuve n'avaient pas besoin d'être corroborés et qu'on pouvait s'y appuyer, à condition seulement que la Chambre applique une marge d'erreur suffisante. Ceci figure au paragraphe 233 à 235 de cet arrêt. Deuxièmement, nous aimerions maintenant parler de la portée des charges. La défense allègue que les actes sous-tendant les chefs 6, 9, 14, 15 et 16 n'ont pas été décrits avec suffisamment de détails pour respecter les exigences de la norme 52B du règlement de la Cour. Nous faisons valoir que l'accusé a bénéficié d'un procès équitable et a été notifié de manière adéquate de la cause et du contenu des charges. Dans son arrêt récent, dans l'affaire Bemba, la Chambre d'appel n'a pas rendu obligatoire pour que le fait que l'accusation plaide ou que la Chambre préliminaire confirme ou que la Chambre de première instance prononce une inculpation s'agissant d'actes criminels spécifiques tels que le recrutement, le viol ou la réduction en esclavage sexuel d'un enfant spécifique. L'accusation a le pouvoir discrétionnaire de formuler les charges d'une manière correspondante aux spécificités des crimes qu'elle décide de poursuivre. Si ces enquêtes étayent une affaire de criminalité de masse, lorsqu'un accusé n'a pas probablement commis personnellement les actes sous-tendant une myriade de crimes, les charges peuvent être formulées de manière adéquate sur la base de paramètres par opposition à des actes criminels spécifiques. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, le représentant légal a fait référence dans sa réplique aux mémoires en clôture de la défense, aux parties pertinentes de la confirmation des charges et du document contenant les charges mises à jour. Et une notification adéquate a bien été donnée. Nous avons montré que les charges en la présente affaire ont été décrites par référence aux paramètres plutôt qu'à des actes criminels spécifiques. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser le temps précieux de la Cour et ses ressources en représentant des arguments déjà couverts. Il y a certains points importants cependant que nous souhaiterions mettre en lumière brièvement. S'agissant des charges de recrutement, conscription et utilisation des enfants de moins de 15 ans pour participer activement à des hostilités, il n'y a pas de malentendu possible. Elles ont été formulées de manière large.
n'y a pas, elles ne sont pas limitées aux actes criminels spécifiques évoqués dans la confirmation des charges, mais ont trait à une campagne. Et c'était le cas dans la procédure Lubanga. Il n'y a pas de doute à cet égard, étant donné les références, entre autres, à la mise en œuvre d'une campagne de conscription et de recrutement de soldats, y compris des hommes, des femmes et des enfants, sans tenir compte de leur âge. Et la pression exercée sur les familles EMA pour qu'elles contribuent à l'effort de guerre en fournissant des enfants. Les charges de viol et de réduction en esclavage sexuel d'enfants soldats ne peuvent être interprétées de manière étroite non plus. En effet, la décision de confirmation a été explicite à cet égard. Elle prévoit, et je cite le paragraphe 81, que les crimes sous les chefs 6, 9 sont démontrés, et je souligne démontrés, par une série de conclusions de la Chambre. Fin de citation. La Chambre préliminaire a évoqué un certain nombre d'exemples établissant les crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel. Il en découle que les exemples spécifiques de viol et de réduction en esclavage sexuel évoqués dans la décision de confirmation ne sont pas les charges dans la présente affaire, mais des éléments de preuve versés pour soutenir, et j'utilise les termes utilisés par la Chambre préliminaire, pour servir de démonstration de charges plus larges. Monsieur le Président, nous souhaiterions maintenant évoquer certaines questions spécifiques s'agissant du droit substantiel applicable. La Cour a déjà développé une jurisprudence volumineuse s'agissant de l'interprétation juridique des éléments de crimes de guerre, recrutement et conscription d'enfants de moins de 15 ans au sein d'une force, d'un groupe armé, l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour participer activement aux hostilités, le viol et la réduction en esclavage sexuel. Le représentant légal a identifié de manière complète la jurisprudence pertinente dans son mémoire de clôture et nous demandons à la Chambre de ne pas s'écarter de cette jurisprudence. S'agissant de la responsabilité pénale de l'accusé, la décision sur la confirmation des charges évoque différents modes de responsabilité s'agissant des chefs 6, 9, 14, 15 et 16. Nous faisons valoir que la Chambre devrait résoudre le concours de modes de responsabilité s'agissant de la responsabilité de l'accusé d'une manière qui exprime totalement ces mauvaises actions. Dans l'arrêt récent Bemba, la Chambre d'appel a accepté le concours d'infraction et résolu de manière adéquate par l'application des règles de spécificité, de consommation et de subsidiarité. Ceci est développé au paragraphe 750 et suivant de cet arrêt. Nous faisons valoir que ces règles que je viens de citer doivent également guider le travail de la Chambre lorsqu'elle cherche à résoudre le concours de responsabilité. Comme cela apparaît systématiquement dans la jurisprudence de la Chambre d'appel du TPY, les chambres de première instance, où rien n'empêche les chambres de première instance fondamentalement de prononcer une inculpation pour un crime sur la base de un ou plusieurs modes de responsabilité, si cela est nécessaire pour refléter la totalité du comportement criminel d'un accusé. Dans l'arrêt Bemba, la chambre de première instance 3 a reconnu une importante notion, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, le comportement d'un commandant peut
satisfaire à un élément matériel d'un ou plusieurs modes de responsabilité, paragraphe 174. Nous faisons valoir que pour pouvoir refléter de manière adéquate la totalité du comportement criminel de M. Ntaganda, la responsabilité de commandement devrait être imposée de manière cumulative avec d'autres modes de responsabilité. Ainsi, l'accusé est responsable du recrutement d'enfants au sein de l'UPC-FPLC et a donc la responsabilité pour l'état inhérent qui en découle, c'est-à-dire la vulnérabilité subie par ces enfants alors qu'ils se trouvaient dans la milice. De la même manière, le devoir d'exercer un contrôle effectif sur ses subordonnés exige que des mesures particulières soient prises pour éviter que ces enfants ne soient sujets à un certain nombre d'abus, y compris la violence sexuelle. Sans une imposition cumulative de la responsabilité de commandement, cet aspect de la responsabilité de M. Ntaganda ne pourrait être couverte de manière adéquate. Monsieur le Président, je serais reconnaissant si je pouvais donner maintenant la parole à Maître Pelé pour qu'elle puisse conclure ses déclarations de clôture au nom des anciens enfants soldats. Le Président, merci beaucoup. Mais avant cela, je voudrais faire corriger avec votre assistance le compte-rendu, page 14, ligne 23. Vous faites mention du TPY et de la décision en appel au TPY. Quel est le nom exactement qu'il faut indiquer ici? Est-ce que vous pourriez corriger ce nom, Maître Kiss? Eh bien, il s'agit de Jorderic, c'est-à-dire D-J-O-R-D-E-V-I-C. Le Président, merci beaucoup, Maître Kiss. Nous redonnons la parole à Maître Pelé. Dans les dernières minutes de mon intervention, je souhaiterais revenir plus en détail sur 3 points importants concernant directement les intérêts personnels de mes clients. Le premier concerne la tentative désespérée de la défense de justifier l'absence d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC en expliquant qu'aucune preuve directe de cette présence n'a été présentée au cours du procès, et ce, en dépit de l'aveu même de la défense, du fait que cette preuve aurait été disponible en abondance, puisque 283 anciens enfants soldats participent à la procédure. Ce faisant, et sans avancer la moindre preuve à l'appui de cette affirmation, elle remet en cause le statut que vous avez accordé à 283 personnes en expliquant que chacune d'entre elles aurait menti sur son âge, puisque sa seule motivation serait, selon la défense, d'obtenir une compensation financière pour un crime qu'elle n'a pas subi. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, cette affirmation abjecte ne s'appuie sur aucune preuve disponible dans le dossier de l'affaire, autre que des préjugés en violation de toute norme établie par la Cour, selon laquelle le doute raisonnable doit être fondé sur la logique et le bon sens et avoir un lien rationnel avec la preuve, l'absence de preuve ou des incohérences dans la preuve. Le choix de ne pas appeler les victimes à témoigner ne saurait démontrer, ni même suggérer, simplement, l'absence d'enfants dans les rangs de l'UPC-FPLC. Elle démontre en revanche, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, que l'accusation est consciente que le fait d'appeler les victimes à répéter leur histoire devant la Cour soulève non seulement des questions de sécurité, mais peut aussi être la cause d'un nouveau traumatisme.
Je l'ai déjà évoqué précédemment. 15 ans après la commission des crimes qui les ont victimisés, mes clients ont le droit d'oublier, sans quoi leur reconstruction resterait impossible. Monsieur le Président, ceci m'amène à mon deuxième point concernant précisément les problèmes de mémoire des anciens enfants soldats qui ont été systématiquement utilisés par la défense pour mettre en cause la crédibilité de leurs témoignages. À cet égard, qu'il me soit permis de rappeler que, confrontés à cette question, les chambres de première instance 1, 2 et 3, jugeant respectivement M. Lubanga, Katanga, Ngudjolo Chui et M. Bemba, ont clairement établi, et je cite le paragraphe 103 du jugement Lubanga, qui a été repris par la suite par les autres chambres auxquelles j'ai fait référence. Je cite donc: en raison du contexte général de l'affaire et de la situation de chacun des témoins, les témoignages pouvaient présenter certaines imprécisions, invraisemblances ou incohérences. Ainsi, les charges se rapportant à des événements qui ont eu lieu en 2000, les charges se rapportent, Monsieur le Président, à des événements qui ont eu lieu en 2002 et 2003. Les souvenirs s'estompent et les témoins qui étaient enfants, à l'époque considérée, ou qui ont été traumatisés, peuvent avoir du mal à restituer les faits de manière cohérente, complète et logique. D'autres raisons peuvent avoir causé des distorsions dans les dépositions de certains témoins, et la Chambre en a tenu compte dans son appréciation globale des récits en question. Dès lors, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la jurisprudence de la Cour est constante, à l'effet que les problèmes de mémoire et les éventuelles contradictions dans les témoignages des anciens enfants soldats sur des événements qui se sont déroulés il y a un grand nombre d'années font l'objet de considérations spéciales et s'expliquent aisément. Ce qui était vrai il y a 6 ans l'est d'autant plus 15 ans après la commission des crimes en question. Les affirmations de la défense en la matière sont donc dénuées de tout fondement. Enfin, et ce sera mon dernier point, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je laisse à votre entière discrétion le fait de comprendre pourquoi la défense essaie désespérément de se débarrasser purement et simplement des témoignages de P10 et P883, en arguant que l'accusation devrait ouvrir des enquêtes les concernant au titre de l'article 70 du statut relative à d'éventuelles atteintes à l'administration de la justice. La seule raison envisageable, selon moi, réside immanquablement dans les preuves accablantes que contiennent leurs témoignages respectifs. Nous avons, en tant que représentants légaux de ces deux témoins, tout comme l'accusation, expliqué les éventuelles divergences présentes dans leurs témoignages respectifs et démontré qu'elles ne sauraient affecter leur crédibilité. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, ce n'est pas sérieux, surtout venant de la défense de Monsieur Ntaganda. Il ne s'agit ni plus ni moins de ce que la défense elle-même qualifie d'élucubration sensationnaliste non corroborée. La réalité, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, est que l'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a contribué, quand il ne les a pas recrutés directement, au recrutement de milliers d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC.
L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé les a ensuite formés à grand renfort de traitements inhumains et dégradants et les a fait participer à la mise en place de centres dans lesquels cette formation était dispensée. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé les a ensuite utilisés pour les faire participer activement aux hostilités, ou assommés par les drogues et l'alcool. Ils étaient utilisés pour tuer, piller et quelquefois violer l'ennemi. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que ces enfants étaient bien souvent gardes du corps de l'accusé et d'autres commandants de l'UPC-FPLC. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à tout le moins, en ce qui concerne les viols et l'esclavage sexuel des enfants soldats, l'accusé n'a pas empêché ses lieutenants et les autres miliciens d'agir de la sorte. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, à l'heure où les violences ethniques frappent à nouveau l'Ituri, les victimes que je représente n'ont plus beaucoup d'espoir de se reconstruire. Leur enfance volée, je l'ai dit, ne leur sera jamais restituée. Leur situation matérielle, durement affectée par leur déscolarisation liée à leur recrutement dans l'UPC-FPLC, ne changera jamais drastiquement. Leurs plaies, tant physiques que psychologiques, ne se refermeront jamais. Elles continueront inlassablement à voir le visage de leurs violeurs dans les yeux de leurs enfants nés des viols répétés qu'elles ont subis dans les rangs de la milice. Et elles continuent à vivre dans la crainte que leurs enfants subissent le même sort que le leur. Vous devez, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, mettre un terme à l'impunité en la matière, en condamnant Monsieur Bosco Ntaganda pour l'ensemble des charges retenues contre lui concernant les enfants soldats, et donner ainsi plein effet au préambule du statut de Rome, qui précise que sa finalité est, je cite, « de mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. » Cela conclut, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les conclusions faites au nom des anciens enfants soldats. Je vous remercie. Thank you very much. Je vous remercie, Maître Pellet. Maintenant, l'heure suivante va être consacrée à la présentation des arguments en clôture de Maître Souproun, qui représente les victimes des attaques. Vous avez la parole, Maître Souproun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le procès qui prend fin aujourd'hui marque une page importante de la lutte contre l'impunité au regard des événements survenus sur le territoire de l'Ituri en 2002-2003, événements constituant probablement l'un des chapitres les plus tragiques dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, aucun responsable des atrocités commises en Ituri, à l'échelle étendue, systématique et généralisée, à l'encontre de la population civile, n'a jamais été établi, condamné ni puni.
De nombreuses victimes des attaques, de ces atrocités, qui avaient été abandonnées pendant très longtemps, dans leur chagrin et dans leur douleur, et qui avaient été privées de tout accès à la justice, arrivent enfin, bien que 15 ans après les événements qui les ont touchés, au moment de la vérité, et ont maintenant une véritable chance de voir la justice rendue par la Cour pénale internationale. Le procès qui prend fin aujourd'hui marque également une page importante de l'histoire de la Cour pénale internationale, puisqu'il s'agit du dossier le plus large, traité jusqu'à aujourd'hui, eu égard à son étendue temporelle, matérielle et territoriale. En effet, les présentes affaires portent sur 18 chefs d'accusation, qui se rapportent non pas à des actes isolés, mais aux crimes commis de façon systématique et généralisée, dans le cadre d'une situation continue, dans de multiples localités à travers toute l'Ituri, parmi lesquelles Mongvalu, Sayo, Kobu, Kilo, Bambou, Lipri, Nyangaray et plusieurs autres villages voisins. Les événements concernés par les présentes affaires ont donné lieu à un énorme degré de victimisation au niveau individuel et communautaire et ont causé non seulement de multiples formes de préjudices immédiats, mais aussi et surtout des conséquences néfastes à long terme. Les victimes des attaques qui participent dans la présente affaire et qui habitent encore et toujours dans les villages les plus touchés par les événements de 2002-2003 se disent profondément frustrés de n'avoir jamais obtenu, depuis 15 ans déjà, aucune aide ou assistance réelle, matérielle, psychologique ou médicale, de qui que ce soit, ni de la part du Fonds au profit des victimes, ni de la part des organismes humanitaires nationaux ou internationaux, ni encore moins de la part des autorités congolaises. Depuis 15 ans, les victimes de la guerre se sont senties et se sentent encore et toujours abandonnées sans aucune ou très peu possibilité de reconstituer leur vie. L'extrême pauvreté, un manque d'accès à l'eau propre et aux soins médicaux de base, un rebondissement des maladies graves telles que VIH et le choléra, un traumatisme psychologique et permanent, jamais traité depuis les événements combinés accentués de stress quotidien, un abus d'alcool et de drogue, l'incertitude permanente et continue quant à l'avenir. Voici une image non complète des communautés de l'Ituri les plus touchées par la guerre, qui revêt un caractère d'une crise, voire catastrophe humanitaire. L'insécurité quasi permanente qui règne en Ituri depuis des années, qui est nourrie par les différents groupes de milices locales, commettant beaucoup d'exactions sur la population civile, ne fait que contribuer davantage à l'incertitude au sein de communautés et pousse à nouveau des milliers de personnes à abandonner leurs habitations afin de fuir des affrontements. En manque de l'autorité de l'État sur la région, entendue comme la défaillance ou le dysfonctionnement de l'administration publique, combiné avec les tensions récentes dans le pays, contribue à l'exacerbation de nouveaux conflits. Il ne fait qu'aggraver la situation humanitaire de ceux qui attendent un quelconque aide depuis les années. Ma collègue Metcherin Luzaizou va présenter un peu plus tard les vues et préoccupations des victimes relatives aux conséquences qu'ils ont subies suite aux événements en Ituri en 2002-2003. Il va fournir à cet égard plusieurs exemples afin de démontrer les situations actuelles des victimes et celles des villages les plus concernés. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, 1859 personnes ont été autorisées à participer au procès dans la présente affaire, en qualité de victimes des attaques contre la population civile. Hélas, 55 victimes ne verront jamais l'issue de ce procès puisqu'ils sont décédés. 42 personnes
membres proches de famille des victimes décédées ont été autorisés à reprendre l'action. Cela ramène donc à 1846 le nombre actuel des victimes des attaques qui participent à ce jour-là à la procédure et que j'ai l'honneur de représenter devant cette honorable chambre. Parmi les victimes participantes, 766 sont des femmes et 1080 sont des hommes. Ils sont toutes des personnes civiles qui n'ont jamais fait partie de quelconque groupe armé. Depuis les événements, la plupart des victimes ont continué à résider dans les villages les plus touchés par la guerre, bien que la détérioration récente de la situation sécuritaire ait poussé de nombreuses victimes à quitter leurs villages respectifs pour aller chercher encore et à nouveau un refuge ailleurs, en dehors de l'Ituri. Parmi les victimes participantes, 1083 victimes de meurtre des membres de leur famille, 1202 victimes de pillage, 910 victimes de destruction de leur propriété, 41 victimes directes ou indirectes de violences sexuelles, 423 victimes de transferts forcés. Et la grande majorité des victimes a été persécutée. 80% des victimes participantes sont d'origine ethnique lendou, alors que le reste appartient aux ethnies Ngiti, Nandé, Bira et Nyali, avec quelque peu originaires ethniques Emma. Mais ce n'est qu'une partie infime de l'ensemble des victimes des événements tragiques concernés par la présente affaire. En effet, durant le procès, des centaines de personnes autres que les victimes participantes ont contacté l'équipe du représentant légal en se déclarant victimes des événements couverts par les charges et en se disant frustrées du fait de ne pas avoir eu l'occasion de remplir la demande de participation. L'histoire de chacune des victimes, bien que liée aux mêmes événements, est unique en son genre. L'expérience de chaque victime est extrêmement douloureuse, voire choquante. Le préjudice subi par chacune des victimes est unique, individuel et incomparable avec aucun autre. Et dans la quasi-totalité des cas, ce préjudice est irréparable. En l'absence de toute assistance depuis les événements, de nombreuses victimes souffrent toujours de blessures physiques et de problèmes psychologiques et émotionnels, de cauchemars et de mauvais souvenirs. Certaines parmi elles ont même développé des signes inquiétants qui ont trait au désordre du stress post-traumatique. Plusieurs victimes ont préféré noyer leur douleur et leur chagrin dans l'alcool ou dans la drogue. La grande majorité des victimes a dû abandonner ses projets d'avenir ou bien a perdu des opportunités de développement. Plusieurs bâtiments communautaires dans les villages concernés, tels que écoles, hôpitaux et églises, continuent à rester détruits ou endommagés. Certains de ces bâtiments ont été restaurés, bien que partiellement seulement, avec de très peu moyens des villageois eux-mêmes. 15 ans après les événements tragiques, les victimes que je représente ont réussi à apprendre à cohabiter en paix aux côtés de leurs ennemis d'hier. Or, les récentes tensions interethniques en Ituri n'ont fait que démontrer à quel point la paix est fragile. C'est parce que lorsqu'il s'agit des victimes des crimes les plus graves sur le plan international, la paix et la justice sont les concepts intimement liés. Et puisque la paix ne saurait s'installer sans la justice pour les victimes.
La paix et la justice sont à la fois l'objectif et le processus, qui sont complexes et ne sont jamais faciles. Ils se traduisent forcément en réalité en parcours long et douloureux, qui implique le besoin d'aborder les souffrances des victimes, la recherche et l'établissement de la vérité, la punition des responsables et la réparation pour les victimes. Le chemin vers la paix ne prévoit pas de solution standard, mais bien au contraire est toujours individualisé. Ce processus requiert de la part de chaque victime de considérer sa propre expérience douloureuse, de l'admettre et de déterminer les voies possibles en termes de la justice et de la réparation. Le chemin vers la paix durable a aussi un composant communautaire et implique pour les victimes la réconciliation avec leurs ennemis d'hier afin de pouvoir cohabiter ou pour le monde coexister sans haine et crainte. La participation et la contribution des victimes dans le processus aux fins de la recherche et de l'établissement de la vérité sont des étapes essentielles du chemin vers la conciliation et la paix durable, au niveau familial, social et communautaire, mais aussi ont des effets curatifs et réparateurs au niveau individuel. Nous avons souvent entendu tout au long de ce procès, de la part de la défense, que les victimes avaient joué un rôle du procureur bis. C'est bien à tort. C'est parce que l'intérêt essentiel qui a dirigé l'ensemble des victimes vers la Cour pénale internationale, c'est leur souhait de réaliser effectivement, par différentes formes de contributions positives, leur droit à la vérité et à la justice, tel que leur est énoncé par le statut de Rome. Donc les victimes ne sont pas là pour se substituer au bureau du procureur. Les victimes ne sont pas là pour assister le procureur. Mais les victimes ne sont pas là non plus pour servir de pur symbole, au nom de qui et pour qui la Cour pénale internationale rend la justice. Les victimes jouent un rôle indépendant et distinct par rapport au procureur. Et leurs intérêts peuvent très bien ne pas coïncider avec les intérêts du procureur. À cet égard, les victimes peuvent ne pas être entièrement d'accord avec le choix du procureur quant aux paramètres matériels, temporels ou territoriaux d'une affaire. Ils n'ont aucune influence sur ce choix. Mais les victimes ont sans aucun doute le droit de savoir exactement ce qui s'est passé véritablement dans le cadre des paramètres de l'affaire, tels que déterminés. Et aussi, ils ont le droit de savoir qui et dans quelle mesure est responsable des atrocités dont elles-mêmes ont directement ou indirectement souffert. Lorsqu'une victime est appelée par le procureur en tant que témoin, elle est certes demandée de fournir des éléments de preuve. Mais ce qui est essentiel d'un point de vue de la victime est que la déposition en tant que témoin constitue l'unique opportunité pour les victimes de réaliser effectivement son droit à être écouté et à être entendu. Ce qui constitue un autre composant important de son droit à la vérité et à la justice. Et en particulier l'opportunité de raconter sa propre histoire et de se partager avec les juges de sa propre expérience douloureuse. Cette expérience individuelle de chaque victime est aussi la preuve de première main de la nature de l'étendue de la victimisation, découlant de la commission des crimes tels qu'imputés à l'accusé, et constitue un des éléments à prendre en considération aux fins de détermination de la responsabilité pénale de l'accusé, et aussi de la forme de peine à être infligée par les personnes éventuellement condamnées. Dans ce procès, 13 victimes des attaques ont été appelées par l'accusation en tant que témoins. En outre, 3 victimes des attaques ont été appelées par leur représentant légal
pour présenter des éléments de preuve et 5 victimes pour présenter leurs vues et préoccupations. Ayant accepté de faire un tel long voyage jusqu'à La Haye pour déposer devant la Cour, les victimes ont fait preuve d'un énorme courage et d'un énorme engagement. Et cela non seulement parce qu'une grande partie de ces victimes n'a jamais quitté son village respectif, mais aussi et surtout parce que les dépositions devant la CPI est une épreuve extrêmement difficile et défiante. Pour ceux qui ont souffert eux-mêmes de crimes les plus atroces sur le plan international, qui choquent la conscience de l'humanité. Et cela non seulement parce que cette épreuve-là implique la nécessité pour les victimes de se mettre dans les conditions solennelles d'une salle d'audience, de se prononcer directement devant les juges, sous l'observation des caméras et du public, de répondre à des multiples questions des parties et des participants, mais aussi et surtout parce que cette épreuve-là requiert des victimes la nécessité de se souvenir et de relater à maintes reprises les détails de leur expérience douloureuse. Expérience que les victimes elles-mêmes auraient préféré oublier. À cet égard, tout au long du procès, nous avons souvent entendu la défense alléguer que les témoins de l'accusation et les victimes appelées par le représentant légal seraient venus à La Haye pour mentir, qu'ils auraient inventé, voire falsifié leurs témoignages, mais aussi que les victimes auraient fourni de fausses déclarations dans leur demande de participation. La question logique qui se pose à cet égard est celle de savoir quelle peut être la raison ou l'objectif qui aurait poussé toutes ces personnes-là à fournir de faux témoignages compte tenu de ce grand nombre de difficultés et de défis auxquels les victimes devaient faire face avant, pendant et après leur déposition. Puisque la défense évoque un intérêt financier, outre le fait que nous n'avons jamais entendu la défense préciser en quoi consistait cet intérêt financier allégué. Pour répondre à cette question, il suffit simplement de se rendre dans les endroits où les victimes habitent, pour voir les conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles elles se trouvent, et que leur situation n'a certainement pas amélioré depuis le moment lorsqu'ils ont accepté de participer à cette procédure, en tant que victimes ou en tant que témoins. Mais bien au contraire, leur situation n'a fait qu'empirer avec le temps qui coule. Comment peut-on sérieusement mettre en doute la sincérité de toutes ces victimes qui ont eu le courage de venir témoigner et de relater les détails douloureux, intimes et délicats de leur expérience? Eu égard, et cela on s'en souvient, à toutes ces émotions dégagées et les larmes coulées par les victimes au cours de leur déposition. Un risque de représailles de la part de ceux qui soutiennent encore toujours l'accusé et qui habitent aux côtés des victimes des attaques était un autre défi majeur auquel toute victime ayant accepté de témoigner devait faire face et dont toute victime était pleinement consciente. Quel intérêt, autre que celui de contribuer à la vérité et à la justice, aurait pu pousser les victimes à venir témoigner, tout en sachant que cette déposition peut donner lieu à des ennuis au regard de leur bien-être au moins, et même à des dangers à leur sécurité et celle de leur famille une fois de retour dans leur village. Par ailleurs, plusieurs victimes des attaques ont connu des soucis de sécurité de différentes tailles. Une fois rentrées chez elles, en raison de leur déposition devant la cour. Mais aucune de ces victimes n'a jamais exprimé de regret d'avoir accepté de témoigner. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, mis à part ces 21 victimes qui ont eu l'occasion de comparaître en personne devant votre Chambre,
La plupart des victimes des attaques ont participé au procès dans la présente affaire par le biais de leur représentant légal. Ces victimes, bien que se retrouvant sur le terrain dans les différents villages de l'Ituri, à Mongwalu ou à Bambou, à Nyangaray ou à Kilo, à Kobu ou à Lépri, avaient été bel et bien présentes tous les jours ici avec nous à La Haye. C'est parce que tout au long du procès, les victimes ont démontré leur plein engagement envers les intérêts de la justice, leur motivation de contribuer à la recherche de la vérité, mais aussi leur confiance envers la Cour pénale internationale. Et je voudrais les remercier sincèrement pour cela. Tout au long de ces 3 années du procès, notre équipe de la représentation légale, en tout cas je l'espère, a fait tout dans la mesure du possible pour rapprocher les victimes plus près de la Cour, pour permettre aux victimes de se sentir d'être effectivement et véritablement impliquées dans la procédure et d'y jouer un rôle central, tel que leur est conféré par le statut de Rome, et pour assurer que la voix des victimes soit écoutée et entendue devant la Cour. Depuis notre désignation, notre équipe a effectué 33 missions sur le terrain, durant lesquelles les victimes avaient l'occasion d'exprimer leurs attentes envers la justice, leurs vues et préoccupations, et aussi parfois leurs frustrations par rapport aux différents aspects de l'affaire et du déroulement de la procédure. En plus, les victimes avaient, depuis le début, la possibilité de nous faire part de leurs vues et préoccupations à base quotidienne, par voie d'une ligne téléphonique locale disponible aux victimes 24 heures sur 24. Et je dois dire que les victimes ont pleinement profité de cette opportunité, en nous contactant régulièrement, y compris souvent dans la nuit. Et je voudrais à cet égard remercier ma collègue conseil sur le terrain, M. Cheryl Luzaizou, qui est en charge de cette chaîne de communication, pour son plein engagement et pour sa patience. Je ne vais donner qu'un petit échantillon des vues et préoccupations exprimées par les victimes au regard de certains aspects du procès. Tout d'abord, les victimes se sont dites satisfaites au regard des éléments de preuve présentés par l'accusation au cours du procès, tout en indiquant que ces éléments de preuve font fidèlement reflet de ce qui s'est véritablement passé pendant les événements couverts par les charges. Elles se sont toutefois dites frustrées du fait que le procès a pris un certain retard, dû notamment à plusieurs extensions de délai accordées aux parties aux différents stades de la procédure. Elles espèrent aussi que le jugement de la Chambre sur la responsabilité pénale de l'accusé sera délivré au plus vite et sans aucun retard. C'est parce que le temps est très précieux pour les victimes qui attendent la justice depuis 15 ans. En revanche, les victimes ont exprimé leur profonde frustration, voire indignation, au regard de certains aspects du comportement de l'accusé au cours du procès. En particulier, les victimes se sont dites perplexes et frustrées face à les situations lorsque l'accusé, tout en se trouvant au centre de détention de la CPI, sous la plus haute surveillance que possible, a pu communiquer avec ses contacts extérieurs de façon à divulguer des informations hautement confidentielles et à donner des instructions aux fins d'intimidation des témoins de l'accusation. Les victimes ont exprimé également leur profonde frustration face à les situations lorsque l'accusé a refusé à un certain moment de se rendre dans la salle d'audience pour assister au procès à son encontre, en raison de son désaccord avec l'impossibilité de recevoir des visites de sa femme, alors que c'est bien le comportement de l'accusé lui-même
qui était à l'origine des restrictions imposées à ses contacts extérieurs. Selon les victimes, le refus de l'accusé d'assister à son procès pour la raison avancée constitue bel et bien un manque de respect envers la justice et envers les victimes. En outre, les victimes qui avaient suivi attentivement le témoignage de l'accusé s'interrogeaient avec préoccupation sur les raisons pour lesquelles l'accusé avait été autorisé à parler longuement, sur les aspects qui n'ont qu'une ou très peu pertinence pour l'affaire. Et qui concernent les périodes bien au-delà de la période couverte par les charges. Tout en notant que les témoins de l'accusation, y compris les victimes appelées à témoigner, avaient été systématiquement demandés de se tenir strictement des paramètres des charges. Les victimes qui avaient suivi les déclarations de l'accusé ont pu remarquer des changements dans sa façon de témoignage. Lorsqu'il avait été demandé de répondre aux questions qui se rapportaient bel et bien aux événements couverts par les charges. En particulier, les victimes ont remarqué que l'accusé, qui répondait avec certitude et de façon très développée aux questions relatives aux événements antérieurs, avait commencé d'emblée, s'agissant des questions relatives aux événements couverts par les charges, de donner des réponses de façon brève ou bien très générale ou non précise, tout en demandant systématiquement de répéter les questions posées comme s'il ne l'avait pas comprises. Les victimes ont noté également l'instruction donnée par le juge président à l'accusé de devoir regarder la chambre pendant ses réponses. Les victimes demandent respectueusement à la chambre d'évaluer les crédibilités du témoignage de l'accusé, eu égard à la fois à son contenu et à la façon dont il avait été présenté. Concernant plus généralement la présentation de la preuve par la défense, les victimes ont avoué qu'ils se sont sentis vivre deux réalités parallèles. En effet, d'un côté, ils ont vécu une réalité présentée par l'accusation, qui se base sur un nombre abondant des éléments de preuve, y compris des dizaines de déclarations de témoins, de multiples preuves documentaires et d'actes d'expertise. De notre côté, ils ont vécu une autre réalité, celle présentée par la défense, qui ne se base toutefois que sur le témoignage de l'accusé lui-même, auquel la défense a préféré n'apporter aucune ou très peu corroboration. Sur le dernier point et en ligne avec les vues et préoccupations des victimes, voici quelques remarques additionnelles. La défense tend à faire valoir que l'accusé est une victime d'une pure fabrication, et donc d'une sorte de complot, prétendument formé par les témoins et les intermédiaires de l'accusation, mais aussi par les victimes, et apparemment le monde entier, au fin d'imposer toutes les responsabilités sur les crimes commis en Ituri en 2002-2003 sur lui-même. Mais puisque nous ne sommes pas là, aujourd'hui, pour parler de tous les crimes éventuellement commis en Ituri, mais seulement des crimes commis par les troupes de l'UPC-FPLC, dans le cadre des paramètres définis par les charges, plusieurs questions logiques se posent à cet égard. Tout d'abord, pourquoi donc ce complot allégué est dirigé spécifiquement contre Bosco Ntaganda? Pour quelles raisons et avec quel objectif? Pourquoi c'est bien Bosco Ntaganda qui avait été pointé, à tort selon la défense,
comme responsable principal des crimes commis par les troupes de l'UPC-FPLC dans les différents villages concernés, à l'unanimité par tous les témoins et par toutes les victimes, aussi bien par ces 21 victimes qui sont venues témoigner, mais aussi par l'ensemble de toutes les victimes des attaques, ce qui est reflété dans leur demande de participation. Pourquoi ce n'est pas, par exemple, Thomas Le Bangadilo ou Fleury Kisembo, ou encore les commandants de l'UPC-FPLC qui dirigeaient en personne les opérations militaires de l'UPC dans de différents villages qui avaient été mentionnés comme responsables. Pourquoi, en faisant référence aux troupes de l'UPC-FPLC, plusieurs témoins et victimes avaient préféré d'utiliser plutôt l'expression des gens de Bosco ou des soldats de Bosco, et non pas, par exemple, des soldats de Lubanga, de Kisembo ou de Salumu. Et enfin, pourquoi ce fameux surnom Terminateur, dont l'accusé s'est fait attribuer et qui s'est fait connaître bien largement à travers tous les tueries et bien au-delà. Le surnom qu'on ne saurait que difficilement attribuer à quelqu'un uniquement pour ses qualités prétendues d'un soldat brave et glorieux. Pour les victimes, la réponse est simple. C'est parce que ce portrait-là, d'un grand responsable de toutes les atrocités commises par les troupes de l'UPC-FPLC, lors des événements couverts par les charges, qui s'est fait dessiner, nuancer et compléter tout au long du procès, correspond bel et bien entièrement au profil de l'accusé, donc Bosco Ntaganda, et à personne d'autre, et ce avec toute théorie de complot dénuée de tout fondement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, au nom des victimes des attaques, le représentant légal réitère entièrement ses conclusions écrites, ainsi que sa réponse aux conclusions écrites présentées par la défense. Il soumet respectueusement que la responsabilité pénale de M. Bosco Ntaganda a été établie au-delà de tout doute raisonnable, par les éléments de preuve présentés par l'accusation et par les victimes, et que par conséquent, l'accusé doit être reconnu coupable au regard de tous les chefs d'accusation lui imputés. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Chambre, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Maître Chérine Louzaïzou, qui va continuer et compléter la présentation de déclaration de clôture au nom des victimes des attaques. Je vous remercie. Thank you, Mr. Sapoon. All right. Je vous remercie, Maître Sapoon. Vous avez la parole maintenant. Votre collègue a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable juge, après les événements malheureux et tragiques de 2002-2003, la situation des victimes est devenue plus que précaire. La plupart des victimes vivent aujourd'hui dans des conditions financières et humanitaires déplorables. En effet, plusieurs victimes se sont vite dépossédées de tous les biens qui étaient les leurs. Des membres des familles tués, égorgés, découpés à la machette, des maisons et villages entiers incendiés, des troupeaux de bétail emportés, des champs détruits, des commerces saccagés et pillés, sans compter la destruction des édifices publics ou communautaires tels que les églises, écoles, hôpitaux, marchés, centres de santé. Du jour au lendemain, les victimes se retrouvèrent sans rien. Il fallait repartir à zéro, tout reconstruire, simplement parce qu'elles étaient lindous, si pas assimilées aux lindous. Monsieur le Président, honorable juge, je vais donner quelques exemples qui démontrent la situation dans laquelle se trouvent les victimes des attaques. S'il vous plaît, veuillez ralentir. Vous lisez beaucoup trop vite. Merci.
Je vais donner quelques exemples qui démontrent la situation dans laquelle se trouvent les victimes des attaques ainsi que les villages les plus touchés par les événements de 2002-2003 en Ituri. D'emblée, je souligne qu'en ce qui concerne les victimes dont il sera fait état ici, il ne s'agit nullement d'autre chose en dehors de la présentation de leurs vies et préoccupations. La présentation des situations qu'elles ont vécues et qu'elles vivent, c'est là pour démontrer les conséquences des événements sur elles ainsi que sur leur communauté. Toutefois, avant d'en arriver là, je passerai en revue, quoique d'une manière non exhaustive, la situation de quelques villages à ces jours, des suites des attaques ayant endeuillé la province de l'Ituri en 2002-2003, principalement dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Dans le centre de la cité de Bambou, il y a eu la destruction de l'église protestante de Sekava. Et une grande plantation qui appartenait à cette église avait été saccagée lors des dites attaques. L'hôpital de Kilomoto connut de dégâts importants. Les portes furent cassées. L'ambulance de l'hôpital emportée. Des tôles emportées. Les matériels médicaux pillés. Jusqu'à ce jour, rien n'a été réhabilité. La société Kilomoto étant elle-même en difficulté. L'église Sekava, à laquelle j'ai fait état plus haut, a été tant soit peu reconstruite par les fidèles. Dans les villages de Kilo, les tôles des écoles primaires catholiques EP 1 et 2 furent enlevées et les bâtiments incendiés. Les biens de la mission protestante de Itendei, cité qui se trouve à plus ou moins 9 km de Kilo, où se trouvait un hôpital, furent pillés et emportés, tels que du carburant, un Land Rover, des appareils radiophoniques. L'école primaire de Kilo Mission a été pillée et n'a pas été réhabilitée jusqu'à ce jour, alors que la valeur de l'instruction des enfants n'est plus à démontrer. Toujours à Kilo Mission, l'Institut Zabouki est une école secondaire catholique, avait été pillée puis incendiée. Je ferai état maintenant du village de Lipri. Dans ce village, il y avait un grand marché de renom avec des étalages. Celui-ci fut totalement brûlé. Les maisons furent incendiées. Les tôles du poste de santé de Lipri furent enlevées et les bâtiments incendiés. À ce jour, une ONG Atlas Logistique a reconstruit les bâtiments de la maternité et réhabilité les centres de santé. L'église catholique du village avait été détruite et reconstruite à ce jour tant bien que mal par les fidèles. Dans les villages de Ngwanchulu, aux alentours de Lipri, une école primaire EPC fut incendiée. Cette école a été reconstruite tant soit peu par les villageois qui ont construit 4 salles de classe pour permettre aux enfants du village de pouvoir être scolarisés. Au village Boundé, toujours aux alentours de Lipri, il y a eu la destruction de l'église protestante C39. Au village Kwapi, il y avait un poste de santé en paille qui avait été détruit et incendié lors des attaques. À ce jour, les villageois l'ont reconstruit sans aucune aide extérieure. À Nyangaray, l'église CK20 avait été détruite par des bombes. Les maisons furent détruites et incendiées. Les biens des villageois emportés. Les tôles de l'Institut Nyangaray furent enlevées et l'école primaire EP 1 et 2 fut incendiée. Actuellement, l'UNICEF a aidé à reconstruire l'école EP2 moyennant 6 classes, un bureau et des latrines. Malheureusement, il n'y a pas de bancs. Les élèves s'assoient à même le sol.
Le grand marché de Niangaraï fut brûlé, mais actuellement, une ONG a réhabilité 2 hangars. L'hôpital général de référence de Niangaraï a vu ses tôles être enlevées et emportées. Les villageois ont tant soit peu reconstruit une forme de maternité. Ils n'ont rien reçu du gouvernement, ni des ONG après la guerre, sauf la reconstruction d'une école par l'UNICEF. Au village de Kobu, il y a eu plusieurs destructions des écoles. L'église catholique de Kobu fut incendiée et reconstruite à ses jours par les fidèles. La salle polyvalente de Kobu fut détruite. L'église Fepakon Zambemala a été incendiée. Une école fut détruite à Tchouja, village qui se situe aux environs de Kobu, et reconstruite par les villageois. Le marché de Kobu, qui avait plusieurs étalages, fut détruit. Dans la cité de Mongwalu, l'hôpital général fut pillé et saccagé. Le laboratoire de l'usine de Kilomoto fut détruit. Au cours de cette époque, plusieurs villages furent incendiés, tels que Lipri, Niangaraï, Mbinjo, Bouli, Djichu, Ngabouli, Tsili. Les victimes ont vu leurs maisons partir en fumée. Monsieur le Président, honorable juge, que de préjudices incommensurables. Et jusqu'à ce jour, ces faits demeurent impunis. Plusieurs victimes ont vécu des actes inhumains et dégradants. Les populations civiles qui n'avaient rien à voir avec le but de cette guerre ont eu à payer un lourd tribut. Ils ont vu leurs biens pillés, leurs champs dévastés, leurs troupeaux de bétail emportés, leurs femmes et enfants violés, leurs frères et sœurs tués, simplement parce qu'ils étaient pour la plupart de l'ethnie Lendu. Tel est le cas de la victime A, barre 30, 285, barre 15, qui a perdu son père et a vu sa maison saccagée. Des familles entières ont été décimées, à l'instar de celles du A, barre 00643, barre 13, dont plusieurs membres de famille furent tués à Niangaraï. Son frère fut égorgé. Sa sœur qui était enceinte fut éventrée. Son corps sera retrouvé plus tard en décomposition. 3 de ses fils furent découpés à la machette à Lopa. Et elle apprit bien plus tard qu'ils avaient été enterrés dans une fosse commune. Pour une telle mère, comment oublier cet épisode de vie? Vos enfants, fruits de vos entrailles, furent lâchement et sauvagement abattus pour des raisons qu'elle a d'ailleurs du mal à comprendre jusqu'à ce jour. La victime A, barre 011, 07, barre 13, a perdu 2 de ses frères, tués lors du soi-disant réunion de réconciliation de Kobu. La mère de la victime A, barre 0045, barre 13, qui était déjà très âgée, fut tuée par les soldats à Tekwari, ainsi que l'un de ses fils. La victime A, barre 012, 43, barre 13, a au cours de ces attaques perdu un de ses petits frères, 2 de ses grands frères, ainsi que 2 oncles paternels. Son petit frère et ses grands frères furent tués par des soldats lors de ces différentes attaques devant lui. C'était vers Bouanga. La victime A, barre 30, 101, barre 15, a vu aussi sa famille disparaître au cours de ces attaques. Elle perdit 3 de ses enfants qui furent tués à Bouli. Elle a en outre perdu 4 de ses frères, sa sœur ainsi que son père, tués vers Kilo. La majorité des victimes lors des attaques s'enfuyaient dans la forêt
pour s'y cacher et la vie n'était pas facile. Il leur était difficile de trouver de quoi se nourrir. Elles manquaient des vivres de première nécessité. Elles manquaient du tout. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Elles étaient obligées de courir le risque de sortir de leur cachette pour aller chercher des vivres par crainte de mourir de faim. Plusieurs tombaient nez à nez avec les soldats du FLPC qui régnaient en maître et étaient tués. La victime A, barre 00795, barre 13, qui avait fui la guerre à partir de Sayo dans la forêt, accompagné de son fils d'à peine 10 ans, s'était vu obligé de dormir à même le sol, à la belle étoile, bravant le froid de la nuit. Des femmes enceintes contraintes de marcher pendant des kilomètres et d'accoucher en pleine brousse dans des conditions inhumaines. La victime A, barre 30, 169, barre 15, qui s'était réfugiée avec sa famille dans la brousse, en verra un jour son fils de 11 ans chercher de quoi manger dans un champ voisin. Il sera tué par balle par des soldats et son corps sera retrouvé presque en putréfaction, que d'ailleurs, enterré à la va-vite, il finira par être déterré et mangé par des animaux. 2 autres de ses enfants mourront de malnutrition à cause des conditions difficiles de survie. Les populations civiles ne pouvaient rester dans un seul lieu assez longtemps, car les soldats les pourchassaient. Elles étaient obligées de se déplacer assez fréquemment, ce qui n'était pas chose aisée, surtout avec des femmes, des enfants et des bébés. Lors de ces attaques, les morts étaient enterrés rapidement comme des animaux, par peur de se faire surprendre par des soldats du FLPC. Monsieur le Président, honorable juge, de ce fait, certaines victimes ont vu le leur disparaître pour toujours sans nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Tués incognito, des corps laissés à l'abandon, des corps sans vie, des corps sans sépulcre. La victime A, barre 00429, barre 13 par exemple, a perdu beaucoup de membres de sa famille, mais elle n'a pas pu les enterrer. Sa grande sœur, son beau-frère, son fils qui avait 14 ans, ainsi que son oncle paternel. Ils ont tous été tués à Mongwalu, selon des témoignages, mais leurs corps ne furent jamais retrouvés. Il en est de même du A, barre 00795, barre 13, qui n'a plus de nouvelles de son oncle depuis 2003. La victime A, barre 30, 012, barre 15, qui avait assisté à l'enlèvement de son père Inu Akilo, ne l'a plus revu depuis. Culturellement, en Afrique subsaharienne, il est quasi impossible de faire son deuil tant que la personne décédée n'a pas été enterrée. Les morts sont valorisés et les funérailles sont des occasions favorables pour prôner les qualités de leurs relations et les vertus de ces défunts, dont on dit qu'ils ne sont pas morts. Les funérailles donnent lieu à des manifestations multiformes. Les gens se rassemblent, ils mangent et boivent, ils chantent, pleurent et dansent autour de leurs morts sans jamais les laisser seuls. Monsieur le Président, honorable juge, ces attaques ont eu, entre autres, pour conséquence des pertes d'opportunités, du manque de possibilités de développement. La victime A, barre 01480, qui n'avait que 9 ans à l'époque des attaques, s'était réfugiée dans la brousse avec ses parents vers le village Mbinjo. Et lorsque la disette vint, son père partit à la recherche de la nourriture. Il ne rentrera pas. Et son corps sera retrouvé plus tard découpé en plein village de Mbinjo. Le souvenir du corps de son père découpé le hante jusqu'à ce jour. Il avait en outre assisté au décès de sa sœur cadette de plus ou moins 9 mois suite à des problèmes de malnutrition, faute de nourriture et de médicaments. Bien qu'étant assez jeune à l'époque, il a gardé ce souvenir au-dedans de lui. Contraint d'aller vivre chez son oncle à Bougne avec sa sœur et sa mère,
Celle-ci décédera en 2004, une année après le décès de son père, qu'en n'ayant pas supporté le choc du décès de son mari. Cette victime a dû batailler avec la vie, étant donné que son oncle avait aussi sa propre progéniture à scolariser. Il aurait aimé poursuivre des études d'ingénierie, mais en tant qu'orphelin, cela lui était difficile, par manque de soutien financier. Sa sœur non plus n'a pas été en mesure de faire des études. Lorsqu'on discute avec lui, son regret est que si son père était vivant, il aurait certainement fait des études assez poussées. Avec la mort de son père, c'est en quelque sorte son avenir qui avait été hypothéqué, une perte d'opportunité. Que dire de la victime A/0093/13, qui avait une porcherie assez florissante à Djougou Centre au moment des faits. Tout a été pillé pendant les attaques. Elle n'a eu le temps que de sauver sa vie. Au moment des attaques, elle était mariée mais avait des problèmes de conception qui demandaient un suivi médical. Mais après les attaques et au regard du fait que sa porcherie avait été pillée et qu'elle avait perdu ses biens, financièrement, elle n'était plus en mesure de subvenir au coût des soins médicaux. Son mariage a été brisé à cause du manque de progéniture. Elle s'est dit aujourd'hui que si la guerre n'était pas intervenue, elle aurait pu faire face aux frais médicaux en continuant son traitement et aurait sauvé son mariage en ayant des enfants. La victime A/00795/13 avait toujours pensé poursuivre des études de psychologie à l'université de Kisangani, mais ayant été dépouillée de tout lors des attaques, n'a plus financièrement été en mesure de le faire. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de gagner sa vie en faisant des travaux des champs. Plusieurs victimes gardent des séquelles de ces attaques, telles que le A/00256/13, qui jusqu'à ce jour, suite aux coups reçus, lorsqu'il avait été arrêté par des soldats et emmené à Nizi, il ne peut rester longtemps ni en position debout, ni en position assise. Il souffre jusqu'à ce jour et il souffrira certainement jusqu'à sa mort. Il est obligé quotidiennement de prendre des analgésiques. La victime A/01117/13 était un enseignant exemplaire à l'école primaire de Niangarai avant la guerre. Suite au traumatisme de celle-ci, elle s'était mise à boire et était devenue quasiment l'ivrogne du village. Il finira d'ailleurs par attraper la cirrhose et il est décédé il y a de cela 6 mois. Il n'avait reçu aucun suivi psychologique qui aurait pu le sortir de ce triste état. Monsieur le Président, honorable juge, si je dois faire état de manière particulière de la situation de chaque 1846 victimes admises à participer que nous représentons en termes de préjudice physique, moral, psychologique et de perte d'opportunités, même si nous avait été accordé 150 heures, cela ne suffirait pas. Les victimes de violences sexuelles, il y en a eu en cette période. La victime A/30-087/15, en plus d'avoir perdu 2 membres de famille et 2 de ses enfants, en plus d'avoir passé des moments difficiles en forêt, dormant à la belle étoile, bravant la disette jusqu'à la malnutrition, elle et ses 2 filles, alors qu'elles étaient en Ngongo, après avoir été contraintes de transporter le butin des soldats à Lipri et à Kunda, elles furent violées. Et elle le fut par 3 soldats. La victime A/00893/13 fut violée par des soldats alors que tentait de s'enfuir de Mongwalu vers Sayo lors de l'une des attaques de Mongwalu. Ayant perdu connaissance, elle ne retrouvera de mémoire que dans un centre de santé. Jusqu'à ce jour, elle est restée psychologiquement très fragile.
Toutes ces femmes ont vécu de violences terribles. Elles ont été salies dans leur intimité profonde. Et dans les chauds des attaques, elles ne pouvaient même pas se confier. Aujourd'hui, au-delà du rejet et de la stigmatisation, certaines ont des problèmes sanitaires difficiles à gérer, des problèmes psychologiques, des problèmes médicaux liés à la tension artérielle, aux migraines récurrentes, des nuits difficiles, des cauchemars, des problèmes relationnels. C'est des femmes qui doivent se battre pour être en mesure de vivre avec ces souvenirs. Elles pleurent et souffrent encore lorsqu'elles sont appelées à remémorer ces instants douloureux. Beaucoup d'autres dans l'anonymat n'ont pas le courage de se confier, gardant au-dedans d'elles cette lourde charge émotionnelle et psychologique. C'est sans compter avec la honte qui découle de cet acte, surtout que les villages sont petits et tout s'ébruite facilement. Elles ont non seulement connu la terreur d'un rapport sexuel non consenti, mais aussi elles sont obligées de faire face au poids de la stigmatisation toute leur vie. Monsieur le Président, honorable juge, beaucoup de victimes décèdent, mais les survivants ont entendu ce jour avec impatience. Certains ont connu la terreur de mourir, d'autres la terreur du viol, certaines autres encore la terreur d'un avenir incertain. Aujourd'hui, la quasi-majorité n'a pas pu se refaire une santé financière. Ayant tout perdu, elles n'ont rien récupéré. Les victimes se retrouvent plus pauvres qu'avant les attaques et les charges familiales sont énormes, car contraintes de prendre avec elles les orphelins de la guerre. Elles se retrouvent avec 10, voire 12 ou 15 enfants à charge. Beaucoup étaient propriétaires des maisons avant les attaques. Mais avec les incendies des villages et au regard du poids de l'âge de certaines, elles ne sont plus à même de se construire de nouvelles habitations. Il est certes vrai que les victimes survivantes tentent, tant bien que mal, à se refaire une vie. Elles essayent de renaître de leurs cendres, car beaucoup d'entre elles sont croyants. Lorsque vous visitez des villages tels que Lipri, Nyangaray, Bambou et les environs, vous sentez la misère accrue du fait de ces multiples attaques du FLPC. Le FLPC a laissé des stigmates énormes. C'est des centaines d'enfants en néant, d'apparence rachitique, et beaucoup d'orphelins qui, aujourd'hui adolescents, qui souvent ne fréquentent même pas l'école, car la charge familiale qui incombe aux survivants est trop lourde à porter. Monsieur le Président, honorable juge, nous représentons 1846 victimes éparpillées dans une vingtaine de villages en Ituri et en dehors. Et en tant que conseil de terrain, les victimes nous contactent à tout moment, de nuit comme de jour. Elles font état de leurs problèmes quotidiens, les difficultés de se reconstruire une vie, les difficultés d'accès aux soins de santé, les difficultés de se lancer dans un travail générateur de revenus, les difficultés de la scolarisation des enfants, des orphelins, les difficultés de se nourrir, de nourrir les orphelins, celles de se vêtir convenablement. Elles nous questionnent sur l'état de la procédure du procès. Elles veulent savoir quand est-ce que cela prendra fin, car c'est depuis plus de 10 ans qu'elles sont dans l'attente. Certaines fois, elles ont du mal à faire une limite entre le travail de la Cour et leur bien-être social. C'est ainsi qu'elles nous contactent même lorsqu'elles ne savent comment payer les frais scolaires des enfants ou encore la facture pour une sortie de maternité ou à l'occasion d'un deuil familial en attendant de nous une contribution financière. Comme il faut le constater, les desiderata des victimes sont de tous ordres, pécuniaires, psychologiques, médicales. Les victimes attendent une assistance. Elles veulent savoir quand est-ce qu'elles pourront être aidées par la Cour. Elles veulent savoir si elles pourront être dédommagées,
si leurs maisons seront reconstruites, si les écoles et centres de santé seront reconstruits, si elles auront droit à des remboursements. Plus de 10 ans Sorry, excuse me. Le président, veuillez m'excuser. J'avais accordé 1 heure, maître Luzaizou, au représentant légal et vous avez dépassé ce temps de 5 minutes déjà. De combien de temps avez-vous encore besoin? All right. Le président, d'accord. Merci beaucoup. Plus de 10 ans après, plusieurs sont décédés et les survivants s'impatientent. Nous partageons avec elles le souci lié aux problèmes sécuritaires des Luturi, à l'exemple de ce qui s'est passé entre janvier et avril 2018. Il y avait eu des attaques dans plusieurs villages dans les territoires de Djougou. Les victimes étaient stressées, traumatisées à nouveau, et les souvenirs des années difficiles avaient refait surface. Certaines victimes avaient même quitté leur village dans la crainte d'une aggravation des événements comme en 2002-2003. Cette situation décrite ci-dessus a eu pour conséquence, et ce, jusqu'à ce jour, une situation humanitaire inquiétante pour les déplacés de Djougou. Nous avons pour les victimes que nous représentons toujours une oreille attentive. Ayant cheminé avec elles depuis près de 4 ans, une confiance s'est établie. Même les victimes de violences sexuelles ont facile à nous approcher désormais afin de partager avec nous ce qui le ronge. Monsieur le Président, honorable juge, le temps effacera-t-il cet épisode tragique et douloureux de la vie des victimes? Que non, elles vont devoir supporter à jamais le poids de cette guerre, de ces attaques inutiles et égoïstes. Le temps n'efface rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la perte d'un être cher? Qu'est-ce qui pourrait effacer les traces d'un viol dans le corps d'une femme? Les victimes participantes attendent le jugement de cette Cour. Elles espèrent que la Cour, au regard de la compétence qui est la sienne, au regard des crimes qui ont été portés par devant elles, que justice sera faite. Il est certes vrai que les morts ne reviendront plus, mais il y a toujours une satisfaction morale qui s'attache à une justice juste. Les victimes que nous représentons font totalement confiance à la Cour pénale internationale. Ceci conclut les déclarations finales des victimes des attaques sur les populations civiles. Je vous remercie. Le président, je vous remercie. Maître. Maître Laizazou et Maître Soupron, nous allons donc faire la pause. Il nous reste encore 10 minutes, mais je pense que nous allons faire une pause d'une demi-heure maintenant et nous gagnerons ainsi 10 minutes pour la séance suivante. Nous reprendrons donc à 11h20 et nous poursuivrons jusqu'à 13h. Cela vous va? La défense, Maître Bourgon, tout à fait, parfait, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Donc, nous faisons la pause jusqu'à 11h20.